Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du bilan du calendrier de l'Avent des entrepreneurs. J'aimerais voir avec vous un petit peu comment s'est passé ce projet qu'on prépare depuis quand même pas mal de temps, combien de ventes on a fait, qu'est-ce qu'on a appris, comment ça s'est passé, comment on s'est ressenti, bref, vous parler un petit peu de tout ça parce que je sais que beaucoup de personnes sont intéressées, notamment que c'est un projet et un produit qui est assez particulier. Avant ça, j'aimerais préciser pourquoi je n'ai pas posté de podcast dimanche dernier. Je tenais un bon rythme depuis début septembre. J'arrivais à poster mon petit podcast dominical, même quand j'étais à New York, ce qui est à noter quand même. La raison, elle est simple, c'est qu'actuellement, si vous me suivez sur Insta, vous le savez, je vous tanne avec ça. Je suis en train de finaliser mon bouquin, donc je suis en train d'écrire un livre depuis 1 an maintenant, et on est sur la fin, donc je dois rendre le livre en l'état final, pour qu'il soit relu, corrigé, etc., qu'il puisse partir après. Et forcément, vu que c'est la fin, il faut que je me bouge un petit peu pour tout boucler. Et donc tout ce qui n'est pas indispensable finalement au business, donc tout ce qui est création de contenu, même sur Insta, j'ai lâché la rampe totale, eh bien c'est mis de côté depuis à peu près 15 jours. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas posté de podcast la semaine dernière, mais je me rattrape aujourd'hui avec un épisode croustillant, étant donné qu'on va parler un petit peu de ce bilan. Alors, petit rappel pour ceux qui sont passés à côté, je sais pas comment vous avez fait parce que j'ai parlé que de ça pendant quasiment 10 jours. Le calendrier de l'Avent des entrepreneurs, pour faire très simple, c'est un calendrier durant lequel vous recevez, donc maintenant c'est terminé, donc vous n'allez pas recevoir, mais les clients ont reçu et vont recevoir une masterclass par jour pendant 25 jours pour se former sur 25 thématiques importantes à l'entrepreneuriat. Il y a des masterclass, donc en général entre 30 et 1h30, donc 30 minutes et 1h30. Il y a des masterclass pour maîtriser le branding, le juridique, le positionnement, TikTok, Instagram, YouTube, Pinterest, le copywriting, la création de contenu. Le but, c'est vraiment de se dire, ok, on maîtrise toutes les compétences nécessaires au développement d'un business et c'est au travers de SPAC qu'on a fait ça. Donc il y avait 25 formateurs, donc moi y compris, donc 24 plus moi, qui ont travaillé sur ce projet depuis le début de l'année. C'est un lancement qu'on a réalisé du 22 novembre au 30 novembre pour que finalement le produit démarre le 1er décembre et que les gens reçoivent la première vidéo le 1er décembre. Et si je précise ça, c'est pas anodin. Pourquoi ? Parce que le premier truc dont on va parler, c'est comment s'est passé le lancement. Qu'est-ce qu'on a fait en termes de com ? Comment est-ce qu'on s'est ressenti ? Est-ce que c'était bien ? Pas bien ? Est-ce que les gens ont été réceptifs ? Pas réceptifs ? Alors, en termes de communication, nous de notre côté, moi je parle juste de moi et de Jessica, donc du côté Tony Neves, vraiment, du côté vente, email, Instagram, etc. On est vraiment content de ce qu'on a fait. Honnêtement, en termes de nombre de ventes, déjà, je reviendrai évidemment là-dessus après, en termes de nombre de ventes, en termes aussi d'angle d'attaque, du nombre d'emails qu'on a envoyés, on s'est mis à faire de la publicité, du retargeting, et j'expliquerai aussi juste après les résultats qu'on a eu avec la publicité. On est vraiment content de ce qu'on a produit. Parce que, voilà, c'est un produit qui demandait quand même beaucoup d'arguments, il fallait trouver des angles qui étaient différents, il fallait pas trop être redondant, fallait vendre, mais pas que ce soit trop non plus, donc nous on est hyper contents. En termes de ressenti durant le lancement, on est très content du résultat, très satisfait du nombre de ventes qu'on a faites. Par contre, durant le lancement, je vous avoue qu'il y a eu 2 phases assez compliquées. Il y a eu deux phases. Il y a eu 2 phases, dont une assez compliquée. En fait, c'est la première fois sur un lancement que je ressens vraiment qu'il y a 2 phases distinctes. La première phase, c'était lors de la première semaine de lancement. Donc, lors de la première semaine de lancement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu plein de personnes qui étaient très intéressées finalement par l'offre. On recevait tous les jours des messages en mode « c'est une trop bonne idée, une super offre, hyper intéressant, je vais la prendre, etc. » Donc, il y avait vraiment une hype, mais bizarrement, il n'y avait pas autant de personnes qu'on l'espérait qui ont rejoint la première semaine. Et c'est vrai que quand vous bossez depuis 1 an sur un projet, quand vous avez investi plus de 10 000 euros là-dedans, quand vous bossez dessus avec plein d'autres personnes, quand vous avez mis une com, etc., faire de la pub, enfin bref, plein de choses, finalement, la première semaine, quand elle est un petit peu plat, on se dit « oula !» Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que nous, on trouve ça génial ? Et en fait, on est les seuls à trouver ça génial. Donc, il y a un peu de remise en question qui s'est fait quand même de notre côté. Mais la chose que moi, je fais constamment dans mon business, c'est de ne pas tirer de conclusions trop hâtives. Je fais toujours des analyses de lancement après coup. Et vous allez voir pourquoi juste après, quand on va analyser les ventes.
Et donc, la première semaine, c'était un petit peu mollasson comme ça. Et la deuxième semaine, ok, là, c'est parti. Il y a plein de gens qu'on rejoint. Plus on approchait de la date butoir, plus il y avait de ventes. Ok, on était enfin soulagés. C'est bon, ça a pris, c'est un bon produit. Les gens vont trouver ça génial. Et la raison qui explique ça, c'est finalement le format du produit. Sur le coup, quand on a eu l'idée, on trouvait l'idée incroyable, et on trouve d'ailleurs toujours l'idée très bien, de se dire, les gens vont recevoir une vidéo par jour pendant 25 jours à compter du 1er décembre. Et non pas à compter de la date à laquelle ils vont rejoindre le programme. Et cette différence, elle peut paraître notable, mais elle est très importante. Pourquoi ? Parce que quand vous accédez à un produit, vous voulez l'ouvrir tout de suite. Vous voulez regarder ce qu'il y a dedans. Et le problème qu'on avait avec le calendrier de l'Avent, qui est un problème mais qu'on ne pouvait pas modifier parce que c'est la nature même du produit, c'était que vous pouviez accéder au programme le 22 novembre, le 23, le 24, le 25, etc. jusqu'au 30, mais vous ne pouviez rien consommer avant le 1er décembre. Et je pense que c'est en partie ce qui explique finalement qu'il y a eu une distinction nette entre finalement les deux phase de vente. La première où les gens se sont dit je vais attendre un peu parce que finalement si j'achète aujourd'hui je vais pas pouvoir le consommer donc ça sert à rien. Et la deuxième où plus on approchait de la date butoir, finalement plus c'était important et plus les gens pouvaient se dire ok cool, on démarre demain, on démarre après-demain, donc c'est ok, je le prends maintenant. Voilà, ça c'est en ce qui concerne le lancement. Voilà un petit peu comment ça s'est passé. Nous, en termes de stratégie, on a envoyé en tout 7 emails, je crois, de mémoire. Quelque chose comme ça. Donc, c'était pas non plus une énorme séquence. 6 ou 7 emails. 6 emails, je crois. 6 ou 7. Et on a fait pour la première fois aussi, je vous reparlerai des résultats après, on a fait pour la première fois de la publicité, de retargeting sur la page de vente. La raison, elle est simple, c'était de dire, OK, on va investir un budget en publicité. Et ce budget en publicité, il aura pour but de retargeter les gens au niveau de l'offre, leur dire voilà, l'offre expire bientôt, donc tous ceux qui sont allés voir la page de vente. Donc ça, c'est en termes de lancement, comment ça s'est passé. Du côté affilié, tous les affiliés avaient carte blanche, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, faire des emails, des posts, etc. Donc beaucoup d'affiliés ont joué le jeu, donc c'était super sympa, j'ai eu pas mal de retours à ce niveau-là aussi. Maintenant, qu'en est-il en termes de ventes ? Combien de ventes on a fait ? Comment ça s'est passé ? Quelle a été plus ou moins la répartition sur le nombre de jours ? Au total, on a fait un peu moins de 200 ventes sur ce lancement. Donc, très content. Honnêtement, j'avais pas trop à la base d'objectifs sur ce produit. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'était un produit qui tout double. C'était où il y avait des centaines de personnes qui rejoignaient parce que c'était l'idée de l'année, où c'était une idée qui était géniale pour nous, mais pas si ouf pour les gens, et du coup les gens ne rejoignaient pas. Et on s'est retrouvé à un sweet spot entre les deux, et honnêtement je suis très satisfait des ventes qu'on a réalisées sur ce produit, donc sur le lancement en question. En termes de répartition, il y a une partie de ces ventes qui ont été faites par les affiliés, mais il y a une partie de ces ventes aussi qui a été faite via la publicité. Je vais vous donner juste un chiffre du coup, qui est le chiffre de la publicité. On a fait en tout 27 ventes via du retargeting. Je ne saurais pas vous dire combien on a dû dépenser, je crois 500 €, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement, 5 ou 600 €, pour 27 ventes à 200 €. Donc on a un ROS qui était incroyable, et je vous avoue que c'était du coup hyper enrichissant, parce que c'est des stratégies qu'on va retester plus tard, de faire du retargeting directement sur la page de vente. Ce qui est hyper intéressant, en fait, c'est que vous avez un trafic qui est ultra chaud. Donc, les gens vont voir la page de vente. C'est des gens qui sont hyper intéressés par l'offre. Le fait de balancer de la publicité en précisant que l'offre expire bientôt, forcément, vous mettez un budget, mais ce budget, il s'adresse à une audience qui est ultra chaude parce qu'elle a failli acheter. Donc, c'est un petit peu mettre de l'urgence au dernier moment, et c'est ça qui est très intéressant. Donc, voilà en termes de vente, de répartition sur la partie publicité retargeting. Et en ce qui concerne la répartition sur la durée, comment ça s'est passé ? J'ai pas toutes les stats en tête exactes, mais en gros, ce qu'on a fait, c'est que sur la première semaine, et vous allez comprendre du coup mon idée de 2 phases, sur la première semaine, on a fait plus ou moins 10% des ventes. 10 à 15%. Quand je dis la première semaine, c'est du 22, donc du mercredi 22 au dimanche. Donc on a fait quasiment 10 à 15% des ventes. C'est pour ça que c'était quand même assez mollasson, mais on s'était dit de toute façon, la deuxième semaine, ça va accélérer. La deuxième semaine, du coup, du lundi au jeudi 30, on a fait 80% des ventes, mais, et c'est ça qui est assez intéressant, 70
à 60%, donc à peu près 60-65% des ventes totales du programme se sont faites les 24 dernières heures. Le dernier jour, mais quand je vous dis le dernier jour, c'est pas 2 jours avant, non, c'est le dernier jour, le jeudi, à partir du jeudi matin 8h jusqu'au soir minuit, il y a quasiment 65% des gens qui ont rejoint le programme. Et donc, c'est très intéressant. C'est aussi là où on a mis le plus gros budget en termes de retargeting. Et ça montre à quel point c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Donc voilà un petit peu comment ça s'est déroulé, la création de contenu, les affiliés, le retargeting et comment est-ce que nous, on s'est senti durant cette partie-là. Maintenant, il y a quelques leçons que j'aimerais vous partager de ce lancement qui peuvent être intéressantes et on va évidemment approfondir les points que j'ai abordés juste avant. La première leçon, qui est très importante quand vous faites finalement un lancement, c'est que vous devez aller au-delà de votre propre vision. Ce qui a été très compliqué durant le lancement, et c'est un point dont j'ai pas parlé juste avant, ce qui a été très compliqué, c'est qu'à un moment donné, on s'est confronté à une différence de vision entre nos visions à nous et la vision de la communauté et de l'audience. Je m'explique. Nous, notre idée de base, c'était de dire, pendant le lancement, vous allez recevoir 25 masterclass. Et au bout de 1 ou 2 jours, on se rend compte qu'il y a plein de personnes qui nous font des retours, qui nous posent des questions, qui nous disent « Ouais, Tony, qu'est-ce que tu entends par masterclass ? Est-ce que c'est des trucs où on reste en surface ? Est-ce qu'il y a vraiment des conseils dedans ? Est-ce qu'à la fin, les gens vont parler de leur offre, etc. » Enfin, on comprend pas trop ce que c'est une masterclass. Et c'est vrai qu'on n'y a pas pensé. Mais quand vous parlez de masterclass sur Internet, quand on vous dit « Oui, rejoins ma masterclass », on va automatiquement penser aux masterclass gratuites qu'on va passer, à la fin desquelles on fait souvent la promotion d'une offre et dans lesquelles il n'y a pas vraiment de contenu intéressant. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a modifié pendant le lancement toute la communication. Donc au bout de 3 jours, je crois, ou le samedi de la première semaine, on a tout modifié. On a modifié les emails, on a modifié la page de vente, on a modifié les visuels, on a tout modifié pour intervertir le terme masterclass avec le terme cours en ligne ou cours vidéo. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que nous, on appelait ça une masterclass parce que c'était ce qui avait été plus logique, ça durait 45 minutes, bon, ça a l'aspect d'une masterclass, voilà. Mais le problème, c'est que les gens ne voyaient pas ça comme ça. Nous, on savait ce qu'il y avait dans le programme. On savait que les masterclass étaient hyper enrichissantes, que c'était vraiment du contenu à forte valeur ajoutée, qu'on restait pas en surface, qu'il y avait des exemples, des exercices, que les gens allaient prendre plein de choses. Mais le simple fait d'appeler ça masterclass, il y a 50% des gens qui pensaient que c'était quelque chose encore en surface. Et donc, c'est très important quand vous avez un programme, un produit, quand vous créez du contenu, de bien aligner votre vision à la vision de l'audience. Je vous prends d'autres exemples qui sont par exemple des exemples sur des pages de vente ou quand vous communiquez sur vos offres. Bien souvent, l'erreur que vont faire les gens, c'est de se dire « Oui, mais moi, une page de vente, je la lis pas. » Et moi, par exemple, c'est mon cas. À titre perso, les pages de vente, je les lis pas. Je vais direct à la fin. En fait, si je sais qu'une page de vente m'intéresse, je vais voir les modules, le prix, et j'achète ou j'achète pas. Je ne lis pas les pages de vente. Par contre, mon audience lit les pages de vente. Et l'erreur à ne pas faire, c'est de se dire parce que moi, je ne lis pas les pages de vente, eh bien, ça sert à rien que j'en fasse. Il faut juste que j'aille direct au module et que je mette un prix. Parce que vous allez agir de la même façon que vous agissez. Alors que c'est pas du tout le cas. Dans votre audience, il y a des gens qui vont lire des pages de vente, il y a des gens qui vont préférer les vidéos de vente, il y a des gens qui vont direct aller au module et au prix, il y a des gens qui vont faire autrement. Et c'est très important de comprendre quelle est la vision de votre audience, quelles sont les histoires qu'elle se raconte dans sa tête pour pouvoir adapter finalement l'entièreté de votre business. Comme nous, par exemple, on l'a fait juste ici. Le deuxième élément, c'est de savoir ajuster et rebondir si besoin. Je ne vais pas m'étaler, je vous en ai parlé précédemment, c'est qu'en gros, on s'est rendu compte que ça allait pas, mais plutôt que se dire, en gros, bah ok, ça va pas, ils nous ont fait des retours, ils nous ont dit que le masterclass, les termes masterclass, c'était pas bon, et ils se posaient des questions, savoir si c'était qualité ou pas, en fait, plutôt que se dire non, on reste comme ça les gars, parce que ça fait 1 an qu'on bosse dessus, on a appelé ça masterclass, et on ne bouge pas de notre position, ou alors on panique, on sait pas ce qu'on fait, et on verra ce que ça donne. Non, j'analyse, je vois que ça pose un problème, je réagis de suite. Donc, en 1 heure, j'ai modifié tous les emails, les visuels, on a modifié la page de vente, tout a été modifié en l'espace d'1 heure, en tout cas ce qu'on pouvait modifier, parce qu'il fallait qu'on rebondisse, et il fallait qu'on réagisse. Maintenant, est-ce que ça, finalement, ça a eu un impact énorme ou pas sur les ventes ?
Je sais pas, je saurais pas vous dire. Peut-être que si on avait laissé masterclass, on aurait fait les mêmes résultats, peut-être. Mais je pense vraiment que ça a eu un impact, en tout cas moi à titre personnel, sur les ventes. Après de combien, j'en sais rien. Mais parce que le simple fait de ne pas appeler ça cours en ligne, mais masterclass, c'est quelque chose qui a été déterminant. Et au-delà de ça, du coup, on savait, en prenant en compte ces différents éléments, que sur le reste du lancement, on allait devoir accentuer et communiquer sur ce truc-là. On allait devoir préciser pourquoi est-ce qu'on n'a pas appelé ça une masterclass mais un cours en ligne, c'est quoi la différence avec une masterclass qu'on peut voir sur Internet, etc. En fait, le fait d'écouter notre audience, ça nous a permis de réajuster notre communication, d'ajouter des éléments qu'on n'était pas censé mettre à la base pour répondre à des objections auxquelles on n'avait pas pensé. Et c'est quelque chose qu'il faut tout le temps avoir. Le point suivant, c'est que ça peut être intéressant, mine de rien. C'est la première fois que je le teste, donc je vous en fais part. Et je vais tester ça à l'avenir et je vous tiendrai peut-être au courant, de faire de la publicité Facebook, notamment Facebook, Insta, YouTube, ce que vous voulez, mais notamment du retargeting. J'ai testé pas mal de fois la pub avec des agences, sans agences, etc. Et je vous avoue que j'en ai jamais trop eu pour mon argent parce que aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que faire de la pub uniquement, c'est-à-dire juste balancer de la pub, dire aux gens venez rejoindre ma masterclass et à la fin on vend un programme à 800 €, etc. En fait, c'est des mécanismes qui ont été tellement vus et revus et re-revus que ça marche de moins en moins, que les coûts publicitaires sont extrêmement chers, que le coût par lead est extrêmement cher, que le seul moyen, j'ai l'impression, de vendre, c'est à la fin de mettre quelqu'un qui close via un téléphone, etc. Donc c'est pas trop ce que j'ai envie de faire. Par contre, je me suis dit, je vais tester. Cette fois-ci, non pas d'aller chercher une nouvelle audience pour essayer de vendre un produit alors qu'ils ne me connaissent pas, etc., mais de me dire, je vais mettre du budget sur des gens qui sont déjà prêts à acheter. Et donc, vous configurez ça assez facilement, finalement, sur Facebook, sur Meta. Il faut juste dire, voilà, tous les gens qui ont visité cette page, donc la page de vente en question, eh bien, vous allez leur afficher cette pub-là, cette pub-là, cette pub-là, etc. Et nous, on a fait des pubs assez simples. J'ai filmé une story, j'ai mis quelques textes, j'ai fait un visuel, l'offre termine dans quelques heures, et on a eu quand même pas mal de ventes, j'avais noté tout à l'heure, on a eu 27 ventes, ouais c'est ça à peu près, voilà c'est ça, on a eu 27 ventes en retargeting et un ROS qui était extrêmement intéressant. De mémoire je sais plus, mais faites les calculs, faites 27 fois 200, ça fait 5000 et quelques, 5004, et on a investi peut-être 600 € en publicité. Donc ça reste très 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 intéressant. Maintenant, est-ce que j'aurais pu investir plus d'argent et avoir plus de retours ? Peut-être, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, pour une première, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Le point suivant, c'est que vous devez, aujourd'hui, si vous faites des lancements, créer de l'urgence et réellement investir du temps et réellement investir de l'énergie et de l'argent les 2 derniers jours. Je le sais, moi, depuis des années, parce que chaque lancement que je fais, peu importe la formation que je sors, il s'agit du calendrier de l'Avent, de ma formation donc de l'école des formateurs, de ma formation sur les tunnels de vente, etc., les 2 derniers jours en général, c'est quasi 50% des ventes, si ce n'est plus. Et c'est encore une fois normal, l'être humain repousse tout le temps sa prise de décision, etc. Ça maintenant, c'est bien de le savoir. Par contre, il faut le savoir et agir en conséquence. C'est la raison pour laquelle, en général, le dernier jour, nous, de notre côté, on investit plus d'efforts. C'est-à-dire qu'on envoie plus d'emails que le reste du temps, on essaie de créer une urgence qui est plus conséquente, on n'hésite pas à, du coup, en l'occurrence ici, investir 50% du budget en pub le dernier jour, et on n'hésite pas aussi à faire de la réassurance. Vous pouvez le dernier jour débloquer les appels téléphoniques si besoin, vous pouvez le dernier jour faire une séquence de relance de panier abandonné, il y a plein de stratégies à utiliser. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est que surtout, les 2 derniers jours, c'est absolument pas là où il faut le lâcher. C'est pas là où vous devez vous dire, c'est bon, le lancement il termine ce soir ou il termine demain, on a fait nos efforts, il n'y a plus rien à faire. Non, c'est les 2 derniers jours où il y a tout à faire. Donc, les stories, vous réassurez, vous faites une FAQ, vous interagissez avec votre audience, vous êtes présent en DM, vous démarchez, vous faites ce que vous voulez, mais les 2 derniers jours, c'est les plus importants. Et je pense que ça, c'est un truc qui va devenir de pire en pire au fil des années, et à côté duquel, encore une fois, il ne faut pas passer. Le point suivant, la leçon suivante, c'est que dans votre business, si vous voulez passer certains paliers,
en termes de revenus, mais même après en termes de notoriété, ce genre de choses, c'est qu'il faut savoir prendre des risques. Ce projet, ça a été un risque. Ça n'a pas été le risque de l'année, je n'ai pas investi 500 000 euros, je n'ai pas mis en péril mon business pour ça, mais c'est un projet qui demandait un certain investissement en argent et qui demandait aussi pas mal d'investissement en temps. Parce que moi, il fallait que j'organise ça, il y a 25 personnes avec qui il fallait que je traite, faut les choisir, faut discuter avec eux, faut regarder les masterclass, les reviews, faire les contrats, il y a plein de trucs à faire. Et j'aurais pu très bien faire tout ça, et le produit aurait très bien pu ne pas marcher, faire un flop, faire 3 ventes, et voilà. Mais, néanmoins, c'est ce genre de projet, à mon sens, qui font que vous arriverez petit à petit à passer des steps dans votre business. C'est arriver à prendre des risques et tester des choses qui sont nouvelles pour votre marché, parce que le calendrier de l'Avent, à mon sens, de mémoire en tout cas, c'est pas un truc qu'on a déjà vu. Il y a plein de bundles, il y a plein de trucs sur Internet, des packs, etc. Mais il n'y a jamais trop eu ce truc de la vidéo tous les jours sur le mois de décembre comme un calendrier de l'Avent. Donc c'est nouveau sur mon marché. C'est aussi nouveau, moi, de mon côté, en termes de produits et d'offres. C'est un truc que j'ai jamais fait. Et donc, si c'est un truc qui est nouveau, en fait, c'est à double tranchant, comme on disait au début. C'est où vous prenez le risque et ça marche pas, et puis c'est pas grave. Mais où vous prenez le risque et ça marche très bien, et c'est tant mieux. Donc, je pense que si vous voulez vraiment passer des caps, il faut aller chercher des trucs qui sont un petit peu innovants, qui sortent un petit peu du lot. Il faut aller essayer de prendre un petit peu des risques. Ça peut être sur les offres que vous créez, sur les lancements que vous faites, ça peut être sur les formats, ça peut être sur des trucs comme ça. Là, sur Insta, je vais tester un nouveau format qui devrait sortir, je pense, la semaine prochaine. Mais je vais tester ce nouveau format, voir si ça prend tant mieux. Si ça prend pas, j'aurais essayé. Il faut vraiment voir la prise de risque comme quelque chose à ne pas négliger. Parce que oui, d'un côté de la médaille, on peut se dire « Putain, c'est dommage parce que j'ai investi du temps alors que ça n'a pas marché. » Mais si ça marche, là, vous êtes beaucoup plus... Disons que le rapport, le risk-reward, donc le rapport risque-rendement est beaucoup plus, en général, en votre faveur dans un business en ligne quand vous prenez des risques. Parce que le rendement peut être très intéressant alors que le risque, au final, c'est de perdre un peu d'argent ou de perdre du temps parce que vous avez bossé sur un projet qui n'a pas marché. Donc je vous invite vraiment dans votre business à prendre des risques, c'est un truc qui est très important. Le point suivant, c'est que les projets à plusieurs impliquent une responsabilité que je ne connaissais pas. En fait, dans mon business, j'ai toujours été tout seul, en tant que salarié, j'ai toujours été tout seul, bossé avec des prestataires, etc. depuis des années, mais ça a toujours été de ma responsabilité que je dépendais. C'est-à-dire, mon business, je fais un lancement, ça marche pas, c'est mon lancement, c'est moi, et puis basta. Là, le fait de faire un projet avec plus de personnes, ça implique d'avoir une responsabilité sur d'autres personnes. Parce que c'est des gens avec qui vous avez travaillé, c'est des gens qui vont avoir des attentes, etc. Et c'est une leçon que j'en tire, c'est quelque chose qui est pas facile pour moi. C'est pas facile, étant donné que j'ai toujours tout fait tout seul. C'est la première fois où j'ai un peu ce truc de responsabilité, un petit peu comme si vous faisiez un projet avec une autre personne, et du coup vous êtes plus tout seul dans le bateau, mais vous êtes deux. Et donc chacun a la responsabilité de l'autre qui est engagé, et donc vous ne travaillez plus que pour vous-même, mais vous travaillez aussi pour les autres personnes. Vous avez entre guillemets, je mets vraiment des gros guillemets, mais des comptes à rendre. Et ça a été très challengeant pour moi, étant donné que de 1, c'est quelque chose de nouveau, et de 2, c'est quelque chose que je n'avais pas l'habitude de faire et surtout qui n'est pas du tout dans ma personnalité. J'ai toujours voulu avoir un business solo, c'est toujours le cas d'ailleurs, je veux un business solo, mais pour la première fois, le fait de collaborer sur un projet comme ça a été quelque chose d'assez challengeant. Et on passe, magnifique transition, sur le dernier point, la dernière leçon, qui est sur la responsabilisation et notamment sur la collaboration. En fait, je me suis rendu compte que au stade de business dans lequel j'étais, en termes de chiffre d'affaires, mais en termes aussi de notoriété, d'abonnés, en termes de preuve sociale, tout ce que vous voulez, appelez ça comme vous voulez, je me suis rendu compte que si l'année prochaine, je voulais franchir un cap dans tous ces domaines-là, c'était une année durant laquelle je devrais collaborer. Alors, je précise. Quand je dis collaborer, ça veut pas dire bosser avec d'autres personnes, continuer à faire que des projets à 25 ou lancer des formations toujours à 2 ou ce genre de trucs, pas forcément. Je vais continuer à faire les trucs de mon côté, mais collaborer, ça peut être sous d'autres formes. Je peux, par exemple, je sais pas, j'ai différentes idées en tête. Par exemple, le fait de créer une formation sur un sujet spécifique avec quelqu'un qui a une expertise que moi je n'ai pas,
Ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire l'année prochaine. Pas que ça, hein, mais peut-être une formation sur un sujet précis. Mais c'est aussi collaborer au niveau des contenus. L'année prochaine, sur ce podcast, j'ai une belle liste qui vous attend. Je vais reprendre les interviews, les échanges, on va appeler ça comme ça, parce que je sens que c'est une année justement où je dois me forcer parce que c'est pas dans ma personnalité. Enfin, ça l'est, mais pas vraiment. Donc je dis pas me forcer, mais je dois sortir un peu de ma zone de confort et essayer d'aller chercher ce genre de contenu. Pourquoi je dis sortir de ma zone de confort ? Parce que j'aime bien avoir mon petit setup, parler, je fais ça tranquille de mon côté, ça me demande pas trop d'efforts. Là, le fait de faire des ITV, notamment en physique, ça va demander de m'organiser, d'aller sur place, de tourner, c'est des beaucoup plus grosses productions, mais j'ai envie de le faire parce que de un, je trouve que c'est hyper intéressant pour moi, très enrichissant de rencontrer d'autres personnes, de créer des relations comme ça. Et de deux, je trouve que c'est aussi très enrichissant pour vous. Je pense que, à moi, à titre personnel en tout cas, les contenus dans lesquels je trouve que on apprend le plus de choses, c'est toujours les conversations à deux, même si j'espère que ces podcasts solo vous apprennent des trucs. Eh bien, c'est la raison pour laquelle j'ai envie de vous offrir ça l'année prochaine. C'est que moi, je sais que je vais apprendre énormément de ces conversations et de ces échanges, mais je sais que vous aussi. Et je pense, à titre perso, que mon business, justement, arrive à un stade où j'ai besoin d'aller chercher ces contacts, où j'ai besoin d'aller chercher ces collaborations pour rentrer dans des nouveaux échanges, pour rencontrer de nouvelles personnes, pour mener de nouveaux projets, ou même moi, finalement, m'élever à l'intérieur de mon propre business. Donc voilà, en ce qui concerne les leçons. La dernière question à laquelle je vais répondre ou pas, je ne sais pas, c'est qu'est-ce que je ferais si c'était à refaire et est-ce que je vais le faire l'année prochaine ? Alors, si c'était à refaire, je pense que la seule chose que je changerais, ce serait l'angle dès le départ. Plutôt que d'appeler ça masterclass le jour 1, j'appellerais ça cours en ligne. C'est vraiment le seul truc pour moi, finalement, qu'on n'avait pas vraiment confronté en fait au marché et où on s'est rendu compte un peu en cours de route qu'il y avait un problème d'alignement en termes de mots. Donc c'est le seul truc que je modifierais. Tout le reste pour moi était très bien. Le produit est très bien, la com était très bien, les échanges avec les affiliés, avec l'audience, tout était parfait. Donc moi je modifierais juste finalement cet angle. Est-ce que l'année prochaine je vais le refaire ? Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. J'y réfléchis, je me dis que c'était cool, que ça pourrait être sympa de le refaire l'année prochaine. Après je vous avoue que ça a demandé beaucoup de temps, beaucoup de préparation. Je sais pas, je me dis peut-être que si aussi j'ai fait ça cette année, il y en a qui vont peut-être le faire l'année prochaine. Je sais pas si j'ai envie qu'on se retrouve avec 45 calendriers de l'Avent, mais voilà, je me laisse un peu le bénéfice du doute. Peut-être que je le ferai, peut-être que je partirai sur un autre projet, une prise de risque un peu plus grande, j'en sais rien. Peut-être un calendrier de l'Avent physique. Non, je rigole. On va peut-être pas abuser, mais en gros, voilà, je me laisse un petit peu le temps d'y réfléchir. En tout cas, c'est un projet que j'ai adoré faire, adoré réaliser, que ce soit grâce aux collaborateurs, j'allais dire, que ce soit grâce aux affiliés qui étaient là, enfin à tous les formateurs qui finalement sont intervenus dans ce calendrier de l'Avent, à toutes les personnes aussi qui m'ont fait des retours, à tous les clients qui ont acheté. Donc voilà, c'était vraiment un projet qui était cool, et je trouvais que le bilan était plutôt intéressant à partager, que ce soit pour vous, si vous souhaitez aussi lancer des projets comme ça, ou même si tout simplement vous vous intéressez au business. Je vous remercie d'avoir écouté ce contenu. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode. C'était Tony. Ciao.